Merci beaucoup pour l'invitation donc au congrès infirmier. Je vais vous parler de l'insuffisance rénale iatrogène, qui est un problème relativement fréquent en réanimation. J'ai des liens d'intérêt, mais qui n'ont pas de rapport avec cette présentation. Donc les médicaments peuvent être toxiques pour le rein par de très nombreux mécanismes, que ce soit des effets systémiques de médicaments qui favorisent l'hypovolémie, une toxicité directe au niveau du glomérule, du tubule, de l'interstitium. Donc les mécanismes sont multiples et variés. Et la liste des médicaments est également très longue. Ça, c'est deux papiers qui reprenaient des médicaments potentiellement utilisés en réanimation et qui étaient connus pour être toxiques pour les reins. Donc la liste est très longue. On ne va pas les prendre un par un, je vous rassure. Alors quand on dit iatrogène, on sous-entend que l'équipe soignante, au sens large, est un peu responsable de l'effet sur le rein. C'est que c'est le médicament qui a induit l'insuffisance rénale. C'est ça qu'on sous-entend. Or, il y a des problèmes un peu de causalité qui ne sont pas toujours si clairs. C'est-à-dire que dans l'histoire naturelle d'un malade qui arrive en réanimation, il a une créatinine à l'arrivée en réanimation. Et puis, un peu comme indiqué sur le schéma, sur le schéma, en général, le premier jour, la créatinine, elle baisse. Parce que nos malades, ils reçoivent beaucoup de remplissage quand ils arrivent en réanimation. Et je vous invite à observer, vous verrez, en général, celle du matin du deuxième jour, elle est souvent plus basse que celle de l'arrivée, même s'ils ont une insuffisance rénale. Et puis après, à un moment, le malade fait l'insuffisance rénale et la créatinine augmente, mais de façon un peu décalée. Donc l'insuffisance rénale, dans la littérature anglo-saxonne, si vous êtes amené à lire des articles en anglais, c'est AKI pour Acute Kidney Injury. Donc vous le verrez dans les diapositives. AKI, c'est l'insuffisance rénale aiguë. Et ce qui est assez bien démontré, c'est que quand on fait un AKI, eh bien, on risque de mourir à court terme de façon plus importante que si on n'en fait pas. C'est un vrai facteur de risque de mortalité. Et puis, on a des séquelles à long terme à type d'insuffisance rénale. Par contre, ce n'est pas certain. Est-ce que c'est parce qu'on fait l'insuffisance rénale qu'on va mourir ou qu'on va avoir des séquelles, ou est-ce que c'est juste parce qu'on était un malade très très grave qui, entre autres, a fait l'insuffisance rénale et meurt pour un peu des raisons complexes. Donc ça, c'est un premier souci de causalité. Et puis, à la phase aiguë, il y a certes des toxiques, mais le malade est en état de choc, il y a de l'inflammation, il peut avoir une obstruction, etc. Et donc, oui, peut-être que les médicaments sont en cause, mais en général, il y a plein d'autres raisons de faire de l'insuffisance rénale et on n'est pas trop dans le cadre qui a été décrit avant des toxidermies où la causalité est plus immédiate. Là, souvent, il y a beaucoup de causes alternatives et donc ce n'est pas toujours simple de faire la part des choses. Donc ça, c'est ce que je disais, la mortalité hospitalière, quand on fait un AKI, elle est multipliée par 2, 3, 4, 5, 6, selon les études et les modèles. Donc ça, c'est vraiment un effet très important. Ce qui ne veut pas dire que c'est la cause, mais c'est le fait de faire une insuffisance rénale, fait qu'on s'en sort moins bien. C'est associé à un moins bon pronostic. Et puis, dans les grandes séries de malades, c'est toujours difficile de faire la part des choses, mais on retrouve souvent dans la littérature qu'environ 15% des épisodes d'AKI, on retrouve un médicament qui est potentiellement impliqué. Alors, si on regarde dans les mécanismes d'agression rénale, les toxiques, c'est assez intéressant parce que autant les atteintes spécifiques, si j'ai une obstruction, une thrombose, un traumatisme rénal, bon, voilà, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, on traite localement, mais globalement, le malade est déjà pris en charge. Les atteintes systémiques comme le choc, l'inflammation, l'infection, c'est des choses qu'on traite déjà au quotidien et il n'y a pas tellement de progrès à faire. On fait du remplissage, on met des antibiotiques, c'est un peu notre métier au quotidien.
Et en revanche, les toxiques, il y a quand même un volant d'action pour éventuellement réduire la survenue d'insuffisance rénale, puisque le bénéfice et le risque des médicaments n'est pas toujours si bien établi, et c'est un moyen d'action. Si on retire un médicament toxique parce qu'il n'a pas vraiment de bénéfice, c'est un moyen potentiellement assez facile d'agir sur l'insuffisance rénale et peut-être sur le devenir des patients. Alors ça, c'est une étude qu'on a faite sur 10 services. On a relevé l'ensemble des néphrotoxiques pendant les 7 premiers jours. Donc on a inclus sur 2 mois 1000 malades. Et on voit que les néphrotoxiques les plus fréquents, c'est les produits de contraste iodé, les diurétiques, et puis au sein des antibiotiques, la vancomycine et les aminoglycosides. Et puis vous avez en bas les médicaments qui inhibent le système rénine, angiotensine, aldostérone, qui sont également assez fréquents, mais sur lesquels il y a très peu de données en réanimation, donc j'en parlerai pas trop. Et puis, tout en bas de la liste, vous avez les hydroxyéthylamidons, qui dans cette étude-là étaient extrêmement faibles, puisqu'il y avait très très peu de malades qui en recevaient, en fait que 2 sur les 1000 malades. Mais j'en parlerai un petit peu, parce que c'est quelque chose d'important qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc on va parler, pour commencer, des amidons. Donc les amidons, c'est le Voluvène. D'accord, c'est le produit macromolécule de produit de remplissage. Donc je ne sais pas dans la salle s'il y en a qui en ont administré récemment, ou est-ce que ça se fait encore ou pas. Ça est montré depuis 1996, des premiers papiers qui clairement montraient que chez les greffons rénaux, eh bien, quand on avait reçu des macromolécules de ce type, il y avait des anomalies histologiques et donc des insuffisances rénales et des moins bonnes reprises de driurèse après greffe. Papier 2001 qui montre chez les malades septiques qu'il y a plus d'insuffisance rénale quand on reçoit ces produits. Et donc ça, c'était en 2001, mais finalement, ça a continué parce qu'il y a des gros enjeux financiers derrière. Et il a fallu attendre ces études très récentes, enfin assez récentes, de 2012 et les deux en 2012, qui, sur des collectifs très larges, ont montré qu'il n'y avait aucun bénéfice à ces traitements et clairement un effet délétère avec, vous avez en haut la créatinine en rouge quand vous recevez des amidons qui augmentent plus que quand vous êtes en bleu, que vous recevez du sérum salé. Et dans l'autre étude, un recours à la dialyse plus important. Et donc depuis, ces médicaments sont quasiment plus utilisés, ils sont contre-indiqués dans les états septiques, et il y a même des discussions en cours pour les retirer totalement du marché. Donc je pense qu'il ne faut plus les utiliser, il n'y a pas de bénéfice à ces médicaments. Alors les diurétiques, il faut bien comprendre comment fonctionnent les diurétiques. Le rein produit au niveau du glomérule l'urine dite primitive et c'est environ 180 litres par jour. Donc c'est des volumes extrêmement importants. Or, à la fin, on urine que 1, 2, 3 litres éventuellement par jour, mais enfin, pas beaucoup. Et c'est dû à la réabsorption de l'essentiel de l'urine primitive. Donc la fonction rénale, c'est ce qui se passe au niveau du glomérule, et donc c'est la production initiale d'urine. Quand on fait l'insuffisance rénale, c'est cette production initiale d'urine au niveau du glomérule qui est malade et qui est insuffisante. D'accord ? Et quand on donne des diurétiques, eh bien, ce qu'on inhibe, c'est la réabsorption de cette urine primitive qui a été sécrétée. Donc ça augmente le volume qu'on récupère à la fin, si vous voulez, mais ça l'augmente de façon tout à fait artificielle et ce n'est pas du tout la fonction glomérulaire qui est améliorée. Ça, c'est un point important à comprendre. Ça augmente ce qu'on recueille, mais ça n'a pas augmenté l'urine primitive qui a été sécrétée. Et donc la conséquence, c'est que les principes qu'on entend parfois de relancer la diurèse et des choses comme ça, c'est des choses qui sont totalement fausses et sans fondement physiopathologique. Il y a des vieux papiers qui montraient un éventuel intérêt pour diminuer la consommation en oxygène des reins. Ça n'est pas confirmé et donc au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas une indication. Alors il y a l'indication de traitement de l'hypervolémie
Alors l'hypervolémie, c'est l'œdème aigu pulmonaire, et effectivement, quand on a un OAP, les diurétiques font partie du traitement de l'OAP. Il y a eu des méta-analyses qui ont été faites sur le sujet, et c'est clairement, il n'y a aucun bénéfice à faire des diurétiques dans l'insuffisance rénale. Et le danger, c'est que en augmentant la balance négative, on crée une hypovolémie, et bien au contraire, on risque d'aggraver l'insuffisance rénale, et c'est ce que retrouvent un certain nombre d'études. Donc je vous invite à lire les recommandations sur l'insuffisance rénale aiguë, qui sont en anglais mais qui se lisent assez bien. Hein. Vous voyez, le point sur les diurétiques, c'est « We recommend not using diuretics to prevent AKI ». Donc c'est à la portée de tout le monde de lire ces recommandations. Et si ça vous intéresse, c'est quelque chose qui est assez bien fait, même si le nombre de pages est relativement important. Qui a prescrit ou délivré des aminoglycosides ces 15 derniers jours? Des aminosides, Giunta, amikacine, ouais. Alors, c'est des médicaments qu'on fait assez fréquemment dans nos services, hein. Les recommandations pour la prise en charge du sepsis que je vous invite également à lire, et vous avez là le lien internet, et pour une fois c'est des guidelines qui sont traduites en français, donc je vous invite à les lire, c'est plus simple en français. Eh bien, disent qu'il faut mettre 2 antibiotiques et donc éventuellement une bêta-lactamine et un aminoside dans les cas de choc septique, et puis c'est tout. C'est les 2 phrases en dessous, c'est-à-dire que dans les sepsis simples, les bactériémies, y compris chez les neutropéniques, le bénéfice n'est pas démontré. En fait, c'est même plutôt le contraire. Ça, c'est une très grosse méta-analyse qui compile près de 70 études, 7000 malades, et qui compare bêta-lactamine seule versus bêta-lactamine plus un aminoside chez des malades avec sepsis grave, choc septique. Et donc l'effet sur la mortalité est nul. Vous avez le risque relatif à 0,9 et l'intervalle de confiance qui comporte le 1. Donc c'est très proche de 1. Donc quand on multiplie le risque par 1, il ne change pas, quoi. Hein, d'accord. Donc aucun effet sur la mortalité, sur l'échec clinique. La néphrotoxicité, par contre, elle est très claire. Il y a beaucoup plus d'insuffisance rénale, d'AKI quand on donne l'aminoside, donc il ne faut probablement pas en donner. Point de vue pratique sur les aminosides, c'est des antibiotiques concentration dépendants, et donc il faut avoir un pic, et la toxicité, elle est due à la vallée et non pas au pic, et c'est pour ça qu'on mesure des concentrations résiduelles. La vancomycine, clairement néphrotoxique. Sur 1400 malades, il y en a 1 sur 5 qui fait une insuffisance rénale, alors que la moitié n'avait pas de staph métillaire et pas d'intérêt à la vancomycine. Donc à nouveau des malades qui reçoivent des médicaments néphrotoxiques peut-être de façon indue. Il y a une synergie potentielle. Quand on a et un aminoside et de la vancomycine, c'est pire. 24% d'insuffisance rénale versus 10 ou 19 quand on n'a qu'un seul médicament. Il y a des nouvelles données, mais qui demandent à être confirmées sur la tazociline, en particulier quand elle est associée à la vancomycine. Donc ça, c'est une étude qui montre, vous voyez, en rouge, une insuffisance rénale bien plus fréquente quand on a la tazociline. Je vais passer rapidement. Les produits de contraste iodés, une incidence très importante de l'insuffisance rénale après des produits de contraste iodés. Néanmoins, c'est des études non contrôlées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe contrôle sans produits de contraste et avec des potentiels facteurs confondants. On a regardé ça chez 477 malades, et en fait, on se rend compte que quand on ajuste sur les facteurs confondants, c'est-à-dire qu'on prend des malades comparables, et bien qu'on injecte ou pas, le taux d'insuffisance rénale est finalement similaire. Et donc le malade, quand il est au scanner, il est déjà à risque de faire une insuffisance rénale, et le fait qu'on l'injecte ou pas, ça ne change pas grand-chose. C'est des choses qui ont fait l'objet de méta-analyses. Il y a des grosses études qui montrent la même chose, et je vais passer à la dernière diapo. Je suis également un peu pris par le temps, j'en suis désolé. Les
2 dernières diapos, c'était pour montrer que l'exemple des produits de contraste, très probablement que c'est beaucoup moins toxique que ce qu'on a pendant longtemps pensé. Néanmoins, une des problématiques de la néphropathie toxique au sens général, c'est que probablement quand on prend un seul médicament, eh bien, c'est assez difficile de montrer qu'il est toxique. Je vous ai montré l'exemple des aminosides, mais par exemple pour les produits de contraste, on a du mal. Mais si on somme les différents produits néphrotoxiques, eh bien, probablement que chacun contribue un petit peu et que si on a 2, 3, 4 néphrotoxiques, eh bien, ça devient probablement cliniquement très pertinent. Et donc si j'ai et un aminoside et une injection de produits de contraste et de la vancomycine, eh bien, à un moment, ça devient significatif. Et donc là, il y a un travail probablement, alors c'est des prescriptions, mais il y a un travail probablement d'équipe, d'être vigilant au nombre de néphrotoxiques que reçoivent les patients. Et je vous remercie pour votre attention et je m'excuse d'avoir dépassé.